Alors bonjour, pardon. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler au micro et je trouve toujours qu'on a l'air d'un crétin, comme une grosse banane là dans la main. Je me sens tout de suite comme Michel Drucker ou je ne sais pas qui, c'est assez bizarre. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Nietzsche et vous allez certainement trouver bizarre qu'on parle de Nietzsche dans un salon zen. Parce qu'on a une image de Nietzsche, d'un philosophe sombre, tourmenté, agressif, voire violent, le destructeur des idoles, le philosophe au marteau qui annonce la mort de l'homme, l'ennemi acharné de toutes les religions, toutes les morales et donc toutes les spiritualités. Pourtant, cette image de Nietzsche est largement fausse. Il y a un autre Nietzsche, et c'est aussi un Nietzsche qui s'est beaucoup intéressé au bouddhisme, par exemple, comme son maître Schopenhauer. Et Nietzsche voyait dans le bouddhisme une solution possible pour les souffrances humaines. Le bouddhisme, pour Nietzsche, est une religion nihiliste, comme le christianisme, c'est-à-dire une religion qui méprise la vie et préfère le néant. Le nirvana, là, la vie dans le bouddhisme, une espèce de punition, une espèce d'épreuve qu'il faut traverser. Mais contrairement au christianisme, qui est une religion un peu torturée, un peu violente, un peu sadique. Vous voyez les images du Christ, le sang, les clous, l'épine, l'enfer, tout ça. Le christianisme qui aggrave les souffrances humaines en excitant le ressentiment, le désir de vengeance, toutes ces choses-là. Eh bien, le bouddhisme, nous dit Nietzsche, au contraire, calme et soigne les souffrances humaines. Le bouddhisme propose une espèce d'hygiène de vie, une manière de gérer de sa vie qui permet d'être plus calme, d'être plus tranquille, de moins souffrir. Donc pour Nietzsche, le bouddhisme est une religion pour les faibles, comme le christianisme, et les gens plus forts devraient plutôt être nietzschéens, bien sûr, et croire au surhomme et à l'éternel retour. Mais le bouddhisme est une solution à nos souffrances. Alors, je voudrais aujourd'hui montrer quelque chose de plus profond, à savoir que chez Nietzsche, il y a un concept de la lenteur qui nous permet de devenir plus forts et dans lequel aussi, je pense qu'on peut voir des parallèles importants avec certaines pratiques, notamment orientales, et sur deux plans, j'y reviendrai. Le premier, vous trouvez dans des pratiques orientales comme le yoga, le tai chi, le qigong, une véritable pensée du corps. Et l'idée que l'exercice corporel peut être en même temps un exercice spirituel, qu'il y a une voie spirituelle qui se dessine dans le rapport au corps. Et bien Nietzsche, dans une phrase très célèbre, a dit « Le corps est la grande raison ». Le corps, quelque part, est plus raisonnable que l'esprit. Et on ne peut pas séparer l'esprit du corps. Et c'est par l'expérience du corps qu'on peut aussi progresser spirituellement. Alors je ne vais pas développer aujourd'hui ce thème, c'est un autre grand thème, mais la deuxième chose que je voudrais développer, c'est que Nietzsche nous propose une forme de gestion énergétique. Il y a une idée en filigrane chez Nietzsche qu'on peut apprendre à gérer ses forces, et ce qui est aussi extrêmement proche, donc j'y reviendrai plus en détail, des pratiques comme le yoga, le qigong, etc., etc. Alors pourquoi la lenteur? Eh bien d'abord parce que je remplace un philosophe qui devait faire une conférence sur la vitesse. Esprit de contradiction basique. Et j'ai trouvé que c'était amusant parce qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'époque. Les années 80-90 étaient des années où on était dans la célébration de la vitesse. Aujourd'hui, on revient à la lenteur. Dans les années 80-90, les bonnes femmes faisaient de l'aérobic, Jane Fonda, etc. Maintenant, elles font toutes du yoga. Au lieu de sauter dans tous les sens, elles restent dans une même position pendant 3 quarts d'heure. C'est incroyable ce retour en force du yoga. De même, dans les années 80-90, on dansait sur de la techno à 130 BPM.
Aujourd'hui, c'est des balades folk acoustiques à s'endormir. Moi, j'aime ni l'un ni l'autre, mais vous voyez bien le développement, le retour à la lenteur. Évidemment, les années 80, c'était le fast-food. Aujourd'hui, c'est la mode du slow food. Vous voyez la chaîne italienne avec le label slow food et un guide où on voit un escargot. Donc on est dans une époque qui valorise énormément la lenteur, comme si dans la confusion générale de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique, sur le plan technologique, sur toutes ces mutations, on avait vraiment besoin de se retrouver, de faire un peu un barrage autour de soi, comme un cordon sanitaire, pour repousser finalement toutes ces interrogations. Et on essaye de retrouver des forces à travers la lenteur. Donc j'ai vu dans le programme, en fait, je me suis planté, parce que je remplace le gars sur la vitesse, et je crois que lundi, il y a une conférence de Servan-Schreiber qui s'appelle Pas si vite, ou quelque chose comme ça. Donc bon, ça va peut-être être un peu redondant. Heureusement que je passe avant. Alors, donc l'idée ici, c'est que la lenteur peut être une école de la force. On peut apprendre à devenir plus fort en ralentissant, en s'inhibant. Et je pense que c'est un point essentiel parce que chez Nietzsche, il y a un dualisme fondamental et c'est l'aspect le plus choquant de la philosophie de Nietzsche. C'est l'opposition qu'il fait toujours entre les forts et les faibles. Et c'est quelque chose qui met quand même mal à l'aise, cette opposition. Elle est au fondement même de tous les jugements de valeur de Nietzsche. Nietzsche le dit d'une manière... où est-ce que c'est ce texte? Extrêmement franc, à la début de l'Antéchrist. Il dit, qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui élève en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même. Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qui provient de la faiblesse. Donc on voit bien chez Nietzsche, tout jugement de valeur se fait en fonction de cette opposition entre la force et la faiblesse. Eh bien, ma foi, ça nous fait un peu froid dans le dos. Parce que tout le monde sait que Nietzsche était un philosophe sulfureux, parce qu'il aurait été récupéré, par exemple, par les nazis en Allemagne. Or, cette récupération est totalement impossible et contre nature, parce que Nietzsche s'oppose avec la plus grande véhémence à tout ce qui allait devenir, si vous voulez, les doctrines les plus importantes du nazisme. Premièrement, Nietzsche est un adversaire acharné de l'antisémitisme. On avait déjà essayé de le récupérer à l'époque. Nietzsche écrit par exemple « L'antisémitisme est l'une des aberrations les plus maladives de l'autocontemplation hébétée et fort peu justifiée du Reich allemand ». Dans ces derniers jours, dans un texte, il dit « La première chose qu'il faut faire en Allemagne, c'est d'expulser les antisémites ». Et au moment où il allait devenir fou, il écrit dans ses carnets « Il faut fusiller tous les antisémites ». Ça aurait été très bien qu'il l'eût fait en Allemagne. Mais donc, vous voyez, de ce point de vue-là, on ne peut pas récupérer Nietzsche par le nazisme, il est absolument contre eux. Deuxième chose, Nietzsche est un ennemi acharné du nationalisme. Et il parle toujours, il appelle de ses voeux ce qu'il appelle les bons Européens. Donc une idée cosmopolitaine européenne, donc quelque part un précurseur de l'Union européenne. Et troisièmement, il n'aime pas beaucoup les Allemands. Il trouve que c'est un peuple lourd. Alors ces deux choses vont un peu ensemble. Par exemple, il constate que le compositeur Wagner devient un nationaliste allemand. Et il constate simplement que la musique de Wagner, elle doit beaucoup plus à Chopin, un Polonais. Il y a beaucoup de passages chez Chopin qui sont carrément copiés. Beaucoup de passages de Wagner qui sont directement tirés de Chopin, comme le prélude de Tristan, ça ressemble au 8e prélude pour piano de Chopin. Et il constate donc que les influences, l'identité nationale, c'est un mensonge, ce n'est pas quelque chose qui existe. Il y a toujours un métissage, une fusion. Donc on ne peut pas récupérer Nietzsche comme ça. En revanche, on a cette opposition brutale entre fort et faible chez Nietzsche, et qui de nombreuses fois est vraiment
absolument terrifiante, absolument horrible, et où on pourrait voir en Nietzsche un précurseur des politiques eugénistes. Donc il y a des textes qui sont... il écrit par exemple « La vie elle-même ne reconnaît pas de solidarité, pas de droits égaux entre les parties saines et dégénérées d'un organisme. Il faut éliminer ces derniers ou alors le tout périra. » Donc éliminer les faibles. Ça, on est absolument terrifié en lisant ces choses-là. Et il y a donc des textes où on dirait qu'il propose des politiques comme les stérilisations contraintes, qu'on a fait, pas seulement chez les nazis, on les a fait en France, aux États-Unis. Plus récemment, à Singapour, on a stérilisé les pauvres. Excellente manière d'éliminer la pauvreté. Nietzsche écrit ici, par exemple, il y a des cas où un enfant serait un crime, chez les malades chroniques ou les neurasthéniques du 3e grade. Qu'y a-t-il à faire? Les encourager à la chasteté, par exemple, à l'aide de la musique de Parsifal. Donc, il y a ici aussi un 3e degré, on stérilise les faibles en leur faisant écouter de la musique de Wagner, Parsifal qui était l'opéra préféré d'Adolf Hitler. Donc les faibles et les forts ne sont pas forcément ceux qu'on croit dans cette histoire. Il y a ici de la provocation, il y a de la métaphore, cette opposition est peut-être plus culturelle que biologique. C'est plus une culture décadente, comme la musique de Wagner, que Nietzsche veut condamner. Mais pour sortir de ce malaise, je pense qu'il faut qu'on se pose deux questions, parce qu'en lisant ces choses-là, on se dit, mais on ne peut pas être nietzschéen, c'est intolérable. Pour sortir de ce malaise, il faut se poser deux questions. Qu'est-ce que la force exactement? Qu'est-ce que la force chez Nietzsche? Et la deuxième, donc qui va être le propos principal de cette conférence, est-ce que la force ou la faiblesse sont des destins auxquels on ne saurait échapper? Est-ce que vraiment on est faible et c'est foutu, on n'a qu'à périr, finir dans la décadence, la déchéance, ou au contraire, y a-t-il quand même des méthodes pour se renforcer? Et ma thèse, c'est très clairement oui. Nietzsche propose ces méthodes. Alors la première question, qu'entend Nietzsche par la force? Donc, premier constat, c'est que la force, évidemment, est une notion relative. Une force n'est force qu'en vainquant une autre force, que par rapport à une autre force. Il n'y a pas de force en soi. On ne peut pas dire, lui, il est fort et lui, il est faible. C'est comme le boxeur, le champion de France est très fort par rapport au champion de Picardie, mais il est très faible par rapport au champion du monde. Donc on ne peut pas parler d'une force absolue, c'est simplement une idée totalement relative. Il n'y a pas de fort et de faible en soi. Donc on ne peut parler de force que dans un rapport de force. Or, Nietzsche, en réalité, s'intéresse assez peu au rapport de force. Il va constater, par exemple, quand il parle des maîtres et des esclaves, il les compare aux rapaces et aux agneaux, aux brebis, pardon, mais ce n'est pas ce combat qui intéresse Nietzsche. Ce qui intéresse Nietzsche, c'est comment chacun va digérer sa défaite ou sa victoire, comment il va l'interpréter et quelle valeur il va en tirer. Et en réalité, c'est là la véritable force d'une personne. Il ne s'agit pas d'être fort, de gagner des combats, mais de pouvoir interpréter d'une manière, disons, vitale, favorable à la vie, ces rapports de force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les forts, selon Nietzsche, ne sont pas du tout ce qu'on croirait. Les forts dans l'histoire, selon Nietzsche, ne sont pas les vainqueurs, au contraire. Les forts finissent toujours victimes. Pourquoi? Nietzsche, je vous donne deux citations. La première, Nietzsche écrit, donc, le rapport entre faible et fort est toujours favorable aux faibles. Et Nietzsche écrit, « Aussi étrange que cela paraît, il faut toujours armer les forts contre les faibles. Les heureux contre les accidentés de la vie,
les personnes saines contre ceux qui s'étiolent ou sont écrasés par l'hérédité. Veut-on formuler la réalité de la morale? Alors cette morale dit, les médiocres valent plus que les exceptions, les formations décadentes plus que les médiocres, la volonté de néant a haut la main sur la volonté de vie. Et encore Nietzsche s'oppose à Darwin en disant, mais à supposer que cette lutte existe, la lutte pour l'existence, supposer que cette lutte existe, et en effet elle a lieu, elle se déroule malheureusement inversement à ce que souhaite l'école de Darwin, à ce que peut-être on aurait le droit de souhaiter avec elle, à savoir au désavantage des forts, des privilégiés, des exceptions. Donc quand Nietzsche oppose les faibles et les forts, il ne fait pas du tout l'éloge des vainqueurs de l'histoire, des vainqueurs de la sélection naturelle. Au contraire, les personnes les plus fortes sont d'une certaine manière les plus privilégiées parce qu'il y a un rapport de force entre la majorité et la minorité. Et c'est toujours la majorité qui vainc dans cette histoire, qui écrase les exceptions, les personnes donc, qui ne sont pas normales, entre guillemets. Donc, on ne peut, encore une fois, ici, pas du tout voir l'éloge de la brutalité, de la domination. Troisième point, aussi intéressant, Nietzsche nous dit bien qu'on a besoin d'ennemis et qu'il faut savoir très bien choisir ses ennemis. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ennemis? Justement, pour se surpasser, pour devenir plus fort. Et Nietzsche ajoute, il faut surtout toujours se choisir des ennemis égaux. Celui qui a des ennemis faibles est une crapule, et est un faible, est un lâche, proprement dit. C'est la définition même de la lâcheté. Moi, quand j'étais petit, j'avais un cousin qui avait 3 ans de plus que moi, et il venait en vacances avec moi, et tous les jours, il me cassait la gueule. Et en fait, après, j'ai appris qu'à l'école, c'était lui tout le temps qui se faisait casser la gueule. Donc, il l'avait trouvé plus petit que lui. Bon, donc, quand Nietzsche, ici, oppose les forts et les faibles, il ne parle pas du tout de l'oppression, de la domination des forts contre les faibles. C'est la définition même de la lâcheté. Et ce qui est intéressant, quand il nous dit qu'il nous faut des ennemis, pour Nietzsche, il faut des ennemis pour devenir plus fort. C'est une stimulation, c'est une épreuve, un défi. Mais il ne faut pas être fort pour avoir des ennemis, pour vaincre des ennemis. La finalité n'est pas la victoire. La finalité, c'est de se renforcer. Donc, vous voyez bien, le rapport de force, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Nietzsche. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il en résulte, comment on l'interprète, ce qu'on devient suite à ce rapport de force. Ce qui nous montre que chez Nietzsche, la force est un rapport à soi. Ce n'est pas un rapport aux autres, ce n'est pas être plus fort que les autres. C'est un certain rapport à soi-même. C'est intérieurement qu'on est fort, c'est par rapport à soi-même qu'on est fort. Alors, autre point, toute évidence, la force n'est pas une qualité intrinsèque, hors d'un rapport de force. Chez Nietzsche, elle n'est pas non plus donc, un rapport de domination, mais elle n'est pas non plus une quantité fixe. Quand je dis la force est un rapport de soi, ce n'est pas la quantité de force qu'on a, c'est comment on gère cette quantité. Et l'exemple même ici, c'est que pour Nietzsche, la maladie est une très très grande épreuve, c'est une très grande école de la vie. Et Nietzsche développe le concept de grande santé qu'on n'acquiert qu'à travers la maladie. Nietzsche nous dit que pour être véritablement sain, il faut avoir été malade. C'est dans la maladie qu'on fait l'épreuve de ses limites, et c'est dans la maladie, c'est dans la lutte contre la maladie, justement, qu'on rassemble ses forces, qu'on va aller chercher vraiment, au plus profond de soi-même sa vitalité qui va permettre de vaincre la maladie. Il y a des personnes qui n'ont jamais été malades. Est-ce qu'ils sont véritablement sains? Non, ils ont eu de la chance. Ils n'ont pas développé les défenses contre la maladie. Pour être véritablement sain, il faut avoir traversé la maladie pour développer les défenses contre cette maladie. Alors ça vaut pour les maladies physiques, médicales. Nietzsche en avait plein. Mais ça vaut aussi pour les maladies, disons, culturelles. Donc,
par exemple, bon, dans le cas de Nietzsche, le nihilisme, la musique de Wagner, hein, une véritable drogue, un truc... il faut avoir traversé ces choses-là pour développer les défenses et pour découvrir sa vitalité. C'est encore un ennemi. Hein. Il nous dit qu'il faut choisir ses ennemis pour devenir plus fort. Et la maladie dans tous ses sens, donc ça peut être maladie physique ou alors les pensées négatives, les modes destructrices, les modes de pensée, toutes ces choses-là. Il faut les traverser pour les affronter, pour mobiliser toutes ces forces vitales. Donc, la force est un rapport à soi, c'est un rapport à sa propre vitalité, mais aussi à sa propre faiblesse. Le combat du fort et du faible se fait à l'intérieur de soi-même. Et voilà pourquoi il y a donc des remèdes contre la faiblesse. Quand Nietzsche nous dit, bon, il faut éliminer les pauvres, il y en a un autre qui dit, les pauvres qui veulent se jeter, il faut encore les pauvres, les faibles, il faut encore les pousser, etc. En fait, ce n'est pas un destin, c'est un peu une provocation, quelque chose pour donner un coup de pied là où vous le savez. Parce que Nietzsche croit qu'il existe des remèdes, des méthodes contre la faiblesse, et il le dit lui-même dans un texte très célèbre. Mis à part le fait que je suis un décadent, j'en suis aussi le contraire. J'en veux pour preuve, entre autres, que d'instinct, j'ai toujours choisi les remèdes adéquats au mauvais état de santé, tandis que le décadent, en soi, choisit toujours les remèdes qui lui font du tort. Alors, vous voyez qu'il y a une contradiction et un paradoxe presque dans cette phrase. Il nous dit qu'il existe des remèdes contre la maladie et la décadence, mais qu'on les choisit d'instinct. Donc encore faudrait-il avoir cet instinct pour devenir plus fort, et on peut dire, cet instinct, c'est une force. Donc c'est comme si on était dans un cercle. Il faut de l'instinct pour sortir de sa faiblesse, mais évidemment, il faut avoir une force pour sortir, pour avoir cet instinct. Et on va retrouver ce cercle un certain nombre de fois. Mais il y a une solution à ce cercle, c'est que la force se cultive, et l'instinct aussi, mine de rien. On croit que l'instinct, c'est quelque chose d'inné, de naturel, mais on peut détruire son instinct, et on peut aussi essayer de le préserver, essayer de le cultiver. Pas faire attention à certaines choses, plus faire attention à d'autres choses. Et donc, Nietzsche invente une méthode de gestion énergétique, une manière de gérer sa force, afin donc de l'augmenter, de ne pas la gaspiller. Et donc quelque chose qui, d'une certaine manière, donc, est comparable avec le yoga ou le qigong, qui ont ce but-là, c'est vraiment d'accumuler l'énergie, le souffle, le qi dans le qigong, le tapa dans le yoga. Et on peut dire que cette méthode de gestion énergétique, c'est un peu comparable avec la gestion énergétique d'une maison, par exemple, les maisons vertes. Il s'agit d'accumuler toute l'énergie possible, toute la chaleur possible, et en même temps d'isoler, de ne pas trop en faire sortir. Donc il y a beaucoup de petits textes comme ça chez Nietzsche qui vont dans ce sens. Comment on a une quantité d'énergie, c'est pas important combien on en a. C'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère. Est-ce qu'on épuise cette énergie ou est-ce qu'au contraire, on la concentre? Et dans ce but, par exemple, l'ascétisme prend un tout nouveau sens. Nietzsche passe son temps à critiquer la morale ascétique, la morale chrétienne, la haine du corps, la chasteté des prêtres, l'automortification, tout ça tiré par le sentiment de culpabilité, etc. Mais il nous dit aussi, il y a une autre
manière d'être ascète et un autre type d'ascétisme, qui n'est pas du tout, motivé par la culpabilité, la haine de la vie, mais au contraire, où l'ascétisme est une manière de devenir plus puissant, une manière de concentrer son énergie, donc de se priver de plein de choses pour tout concentrer sur une chose. Alors, bizarrement, Nietzsche dit, oui, bon, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui sont chastes. Personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais peut-être de son temps. Mais il dit, mais ils sont pas chastes parce qu'ils ont la haine du corps ou ils n'aiment pas le désir ou la sexualité, mais parce qu'ils veulent concentrer absolument toute leur énergie dans la création. Nietzsche dit, ce type de chasteté, ce n'est pas un refus, ce n'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas chaste parce qu'on ne veut pas de la sexualité, mais au contraire parce qu'on a quelque chose d'encore plus important qui serait la création. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est très proche du shivaïsme. Vous savez, dans l'hindouisme, le dieu Shiva, celui qui a tout le temps une érection et qui ne jouit jamais. Et donc l'idée ici, et par exemple, la chasteté très problématique de Mahatma Gandhi. Parce que, juste pour illustrer ici la différence, on peut la voir de différentes manières. Gandhi, assez jeune, enfin il s'est marié à 13 ans, je crois qu'il a eu 4 enfants, et puis à 28 ans, il a fait vœu de chasteté. Et alors, il y a justement les deux motivations. Il y a la culpabilité, parce que soi-disant, il aurait fait l'amour avec sa femme au moment où son père était en train de mourir dans la chambre à côté. Et donc, il a culpabilisé toute sa vie que pendant que qu'au lieu d'être resté au chevet du lit de mort de son père, il est allé faire l'amour, donc il a culpabilisé. Donc là, il y a cette idée de l'ascétisme mortifère, un sentiment de culpabilité. Il y a bien pire, parce que selon une biographie récente, en fait, Gandhi aurait été homosexuel. Et bon, et peut-être il a aussi la culpabilité. Il y a la deuxième explication, qui est celle de Gandhi, qui dit je n'aurais jamais pu faire mon travail, mon travail politique de rassembler mon peuple, je n'aurais jamais pu m'engager à ce point dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde si j'avais eu une vie sexuelle. Alors, c'est quelque chose de totalement tordu. Vous avez des textes de Gandhi, enfin, c'est un puritain absolument effrayant. Enfin, je vais dire, les pires fondamentalistes américains sont contre le sexe avant le mariage, mais Gandhi est même contre le sexe dans le mariage. Enfin, mais vous voyez ici cette idée que l'ascétisme, ça peut être les deux choses, la culpabilité, ou au contraire, l'idée de concentrer toute son énergie sur une chose. Et Gandhi, bon, peut-être il faut le croire, il fallait une telle énergie, c'est l'idée de la sublimation, même chez Freud. Hein. C'est-à-dire que si on a une tâche aussi grande que Gandhi, eh ben, il faut concentrer toute son énergie, et notamment l'énergie sexuelle, qui est la plus importante, la plus puissante. Donc, selon lui, ben, finalement, la sexualité aurait été une espèce de distraction, quelque chose qui l'aurait fait gaspiller un peu son énergie, s'il n'avait pas été chaste pour tout diriger vers là. Donc Nietzsche partage cette idée. Il ne se fait pas l'apôtre de la chasteté, mais il constate que l'ascétisme, sous toutes ses formes, on peut le voir de deux manières. Il y a un ascétisme nihiliste, négatif. Il y a un ascétisme, au contraire, qui est une espèce d'école de la rigueur, une idée de concentrer toutes ses forces sur une chose. On renonce pour complètement se concentrer sur une chose, pour vraiment accumuler son énergie au maximum. Alors, on trouve évidemment quelque chose d'un peu moins violent que chez Gandhi dans le taoïsme, qui sont, eux, les taoïstes sont des très très grands libertins, mais ils ont tous cette obsession qu'il ne faut absolument pas gaspiller son énergie, et donc il ne faut jamais éjaculer.
dans l'idée que la longévité s'acquiert de cette manière. Donc toujours cette idée qu'il faut absolument rassembler ses forces et ne pas les gaspiller. Là, il y a quelque chose d'assez naïf, je pense. Il dit, bon, ben, on perd sa force vitale si on déverse son sperme. Et donc, ils avaient l'idée qu'ils allaient vivre pendant 120 ans. Bref, mais vous voyez que l'idée fondamentale, c'est ça. Que l'énergie, la force, est quelque chose qui se gère, un peu comme on isole une maison. Il faut bien ouvrir certaines fenêtres pour que la chaleur du soleil rentre, et il faut bien isoler certains murs pour surtout qu'elles ne sortent pas. Et donc premier diagnostic de ce que serait la faiblesse, c'est donc, je dirais, le gaspillage, la dilapidation. Être faible, c'est pas ne pas avoir assez d'énergie, mais c'est la dilapider inutilement. Et Nietzsche emploie très souvent une métaphore quand il parle de la culture de soi, si vous voulez. Quand Nietzsche parle de la gestion de soi, de l'art de vivre, Nietzsche utilise énormément la métaphore du jardinage. Il faut se cultiver soi-même comme un jardin. Vous constatez d'ailleurs la synonymie entre la culture au sens la littérature, l'art, et la culture au sens de l'agriculture, l'horticulture. Et ben, ce gaspillage, cette idée, pareil, pour faire pousser une plante, ben, il faut couper plein de branches. Vous avez toutes les branches qui poussent en bas, ben, il faut tout couper. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà taillé un arbre. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à tailler les oliviers, c'est toute une science. Les oliviers, il faut toujours... les olives ne poussent que, je crois, la deuxième année d'une branche. Donc il faut exactement connaître les années, l'âge des branches pour savoir lesquelles il faut couper et lesquelles il faut laisser pousser. Mais vous voyez que cette métaphore du jardinage, elle veut dire plein de choses dans la gestion de soi. Pour donc concentrer son énergie, pour faire monter la sève, comme dans un arbre, il y a de la sève, il faut qu'elle monte. Pour que l'arbre ou la fleur pousse, eh ben, il faut couper. Il faut éliminer pour que cette énergie ne se gaspille pas. Donc, premier aspect de la faiblesse, c'est le gaspillage. Le deuxième, c'est l'impatience. Le faible est un impatient. Donc là, c'est ici qu'on va commencer à trouver le thème de la lenteur. Dans un fragment posthume, Nietzsche écrit « Les soudains et les changeants, les deux sortes de faibles. » Donc ici, c'est très clair, la faiblesse, c'est une mauvaise gestion du temps. Ce n'est pas que les faibles, à la base, sont moins forts que les forts, mais ils sont soudains, ils déversent leur force tout de suite, ils la gaspillent tout de suite. À la moindre sollicitation, ben, ils réagissent. Et puis ils sont changeants, donc ils n'arrivent pas du tout à accumuler la force ou de l'investir pleinement dans un projet. Ils changent tout le temps, donc autre manière de gaspiller sa force. Donc vous voyez bien que ce gaspillage est en fonction du temps. Troisième caractéristique de la faiblesse est une forme de surexcitabilité, d'irritabilité. Le faible est quelqu'un qui s'excite tout le temps et qui s'irrite tout le temps. C'est un hypersensible à fleur de peau et donc qui perd tout le temps le nord parce qu'il est tout le temps irrité par quelque chose. Là aussi, il y a un cercle, il y a une ambiguïté, la même qu'on a vue quand on parlait du manque d'instinct, ou de l'instinct qui permet de choisir les bons remèdes contre la maladie. Il y a un cercle, puisque le faible est faible parce qu'il se laisse tout le temps irriter,
Mais pourquoi est-ce qu'il a tout le temps besoin d'excitants, d'irritation? C'est parce qu'il est déjà épuisé. Comme il est épuisé, il a besoin d'excitants. Et les excitants l'épuisent encore plus. Il y a ici un cercle vicieux qui est un peu le cercle de certaines dépendances, le cercle des excitants, des drogues, où on est épuisé, donc il faut absolument quelque chose de très très fort, etc., pour nous remettre sur la route, mais c'est tellement fort que ça nous épuise encore plus. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance, de plein de choses, ce besoin d'excitation. Donc cette incapacité de supporter le calme et l'attente, mais d'avoir tout le temps besoin d'une excitation, trahit déjà une faiblesse de base. Hein. La force ici, c'est de supporter le calme, le néant, l'absence d'événements. Le faible, lui, pour se sentir exister, nous dit Nietzsche, il lui faut toujours quelque chose qui le gratte, même si c'est quelque chose de douloureux d'ailleurs. Et encore une fois, exemple de Nietzsche, c'est toujours la musique de Wagner. Vous savez que le jeune Nietzsche admirait Wagner et puis il est venu vraiment à le détester. En soutenant toujours que c'était presque le plus grand artiste, même à la fin de sa vie. Nietzsche dit, mais Wagner, d'un point de vue technique, si on prend toutes les couleurs qu'il est capable de sortir en orchestre, c'est un plus grand artiste que Raphaël ou Léonard en peinture. Par contre, c'est un artiste décadent, maladif. Et on trouve ça dans la musique de Wagner, c'est-à-dire que c'est un excitant épuisant. Vous écoutez les 5 heures de Tristan et Isolde ou les 15 heures du Crépuscule des dieux, vous êtes tout le temps excité parce que c'est chatoyant, il y a des chromatismes, il se passe plein de choses, il y a des coups de tambour, etc. Et vous êtes excité et sortez là complètement épuisé. Et donc vous avez besoin d'encore plus d'excitation. Ça, c'est vraiment un cercle vicieux, donc un cercle vicieux de la faiblesse, hein, de ce recherche perpétuelle d'excitants, de cette espèce de fuite en avant. Et Nietzsche propose un remède, du coup, qui est très, très salon zen, ça fait un peu caisson d'isolation. Il nous dit je crois que c'est dans le Gai Savoir, il faut fermer temporairement les portes et fenêtres de la conscience, ne pas être dérangé par le vacarme et le combat avec lequel le monde souterrain de nos organes serviables travaille pour et contre les uns et les autres. Un peu de silence, un peu de tabula rasa de la conscience, pour que soit fait un peu de place pour le nouveau, avant tout pour les fonctions et fonctionnaires plus nobles, gouverner, prévoir, prédéterminer. Voilà l'utilité de l'oubli actif, un gardien de porte, ce qui maintient l'organisation spirituelle, la tranquillité. Cette idée que l'oubli n'est pas seulement quelque chose de négatif, nous sommes à une époque où il faut se souvenir de tout. Il faut faire des psychanalyses pour se souvenir de toute son enfance, mais Nietzsche nous dit non, c'est très important d'oublier. Exactement cette même histoire, hein, de concentrer ses énergies. Il y a des choses douloureuses qui nous torturent, qui reviennent. Stop. On ferme les portes et les fenêtres. On fait le vide. On oublie. On laisse la place pour le nouveau de naître. Donc encore ici une forme de lenteur, hein, c'est-à-dire l'art des pauses. Des pauses A-U-S-E-S. L'art, simplement de faire le vide, pour que le nouveau puisse naître et de nouvelles énergies puissent revenir. Donc ici, le remède contre cette surexcitabilité, c'est de faire le vide, fermer les portes et les fenêtres, se fermer pendant des moments. Et enfin, dernière caractéristique de la faiblesse, c'est le manque d'unité de la personne. Le faible n'a pas moins d'énergie que le fort, simplement, chez le faible, il y a un combat qui se joue entre des désirs, des pulsions qui s'opposent. Soit elles s'opposent, ou alors elles coexistent, et donc elles ne se fédèrent pas. À la base, le faible est aussi fort que le fort, mais chez lui,
c'est le bordel, si vous voulez. Il y a plein de choses qui se passent, mais rien ne se unifie, rien ne se fédère, donc rien n'en sort. Donc, Nietzsche distingue 3 types de passions. Premièrement, la passion dominante, qui entraîne la forme la plus suprême de santé. On y atteint la coordination du système intérieur et son travail au service d'une seule chose. Donc les forces en soi, ils ont une passion dominante et une seule, c'est elle qui dirige tout. Et c'est elle qui arrive à fédérer toutes les autres passions, toutes les autres pulsions. Tout ce combat qui est en nous, eh ben, il y en a un désir fondamental qui est tellement fort qu'il met tous les autres à son service. Et c'est là, évidemment, que vont en sortir des grandes choses. Toute l'énergie est concentrée pour une seule finalité. Deuxième typologie des passions, l'opposition des passions, la dualité, trinité, la multitude des âmes dans une seule poitrine. Très malsain, ruine intérieure, guerre et anarchie interne, sauf si une passion arrive enfin à s'imposer comme maître. Donc, le type propre du faible, du décadent, il y a une guerre intérieure entre des pulsions et des désirs qui s'opposent et donc qui s'annulent. Et l'épuisement vient de là. C'est qu'on a tellement de désirs qui se combattent qu'à la fin, ils s'annulent et on est à terre, on est complètement épuisé. Mais Nietzsche ajoute donc, sauf si une passion arrive enfin à s'imposer comme maître, donc ce n'est pas non plus une situation désespérée, dans ce combat de passion qui nous épuise, disons, qui nous met à terre, où toutes les forces en nous se combattent entre elles, une peut vaincre et enfin dominer les autres, donc forcer les autres passions à collaborer d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas, prenez un jeune ambitieux, il ne sait pas s'il veut le fric ou la gloire ou les femmes, et puis ça se combat, et puis il rate tout. Peut-être un jour, il y a un truc qui va s'imposer et qui va unifier, qui va mettre tous ces désirs ensemble. Donc la force ici, c'est vraiment l'unité. Troisième typologie des passions chez Nietzsche, et c'est très intéressant parce que Nietzsche n'est pas aussi tranché et inhumain qu'il n'y paraît. Il dit, troisième type, les passions côte à côte, sans qu'ils s'opposent ni coopèrent, souvent périodiques et sains dès qu'un ordre est trouvé. Les hommes les plus intéressants se trouvent ici, les caméléons. Ils changent, ils ne deviennent pas. Troisième typologie, c'est des gens un peu inconsistants, un peu légers. Ils sont très intéressants, ils changent tout le temps. On ne s'ennuie jamais avec eux, parce que chaque fois qu'on les voit, on les trouve différents, ils s'intéressent à d'autres choses, ils font d'autres choses. Mais ils changent, mais ils ne deviennent pas, ils n'arrivent jamais vraiment à quelque chose. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'ils sont intéressants, ils ne sont pas torturés comme les seconds. Donc, et ici, dans ces typologies donc, de la force et de la faiblesse, Nietzsche insiste bien que ce qu'on croit être la force de la volonté est une illusion. Nietzsche écrit, il n'y a pas de volonté forte ou faible, il n'y a pas de volonté du tout. Quand on croit que quelqu'un a une forte volonté, c'est simplement qu'il y a vraiment une passion dominante qui règne en lui. Et qui permet donc de solliciter toutes les autres et de combiner la force de toutes les autres passions au service d'une seule. Et là, évidemment, on dira que cette personne a une volonté de faire. Mais c'est malgré lui. Donc, Nietzsche écrit « Faiblesse de la volonté, une analogie qui peut induire en erreur, car il n'existe point de volonté, et par conséquent, pas de volonté forte ou faible non plus. La diversité et la désagrégation des impulsions, le manque de système parmi eux, a pour résultat la volonté faible. La coordination de ces impulsions sous la prédominance d'une parmi elles résulte dans la volonté forte. » Donc la faiblesse, c'est la désagrégation et la diversité des impulsions. La force, c'est leur union. Donc, question là, comment peut-on s'unifier? Comment sortir soit de ce combat intérieur qui finit par nous détruire, où toutes nos forces s'annulent parce qu'elles s'opposent, soit de ce joyeux
bazar de désirs comme ça, bon, qui ont toutes leur petite demi-heure de gloire. Donc, est-ce qu'il y a une méthode qui permet donc de faire grandir l'une de ces passions qui nous constituent, de manière à ce que cette passion puisse s'imposer à toutes les autres? Ici, c'est très simple. Nietzsche le dit en 3 mots. Comment on devient plus fort? Se décider lentement et se tenir obstinément à ce qu'on a décidé. Tout le reste s'ensuit. Alors, se décider lentement, ça veut dire, s'il se trouve, il va falloir supporter ce combat des passions pendant un bon moment. On ne peut pas se précipiter. Nietzsche vient de le dire, on vient de le voir, que l'impatience, c'est la pire tare des faibles. C'est vraiment, ça veut dire, en moi, il y a quelque chose qui se joue, il y a une guerre qui se passe en moi, mes passions, mes pulsions, etc., qui luttent pour le pouvoir. C'est pas ma volonté de décider comme ça. Non, ça marche pas. Ça, c'est de la précipitation des faibles. Se décider lentement, ça veut dire, il faut un certain temps pour que nos forces se trouvent, se stabilisent. Tout donc l'importance de la lenteur ici. De laisser les choses se passer en soi, de laisser les choses en soi, de trouver leur chemin. Alors, Nietzsche voit dans la lenteur le principe même de l'éducation, y compris des enfants. Il y a un texte où il parle de ce que devrait être l'école en Allemagne. Il faut apprendre aux élèves d'être lents. Et dans ces... la première chose que selon Nietzsche, l'école doit faire, c'est d'apprendre à voir. Et Nietzsche écrit « Apprendre à voir, habituer l'œil au calme, à la patience, à laisser les choses venir à nous, apprendre à retarder le jugement, parcourir et étreindre le cas singulier par tous les côtés. Voilà la première école préparatoire à la spiritualité. Ne pas réagir tout de suite à une sollicitation, excitation, mais devenir maître des instincts qui inhibent et renferment. Tel que je le comprends, apprendre à voir correspond presque à ce que la manière de parler non philosophique appelle la volonté forte. Essentiel consiste à justement ne pas vouloir être capable de suspendre la décision. Tout manque de spiritualité, toute vulgarité repose sur l'incapacité de résister à une excitation. On est contraint de réagir, on suit toute impulsion. Alors ici, il y a beaucoup de choses à dire. Apprendre à voir, il parle, on peut dire déjà du jugement esthétique. Vous regardez un tableau, vous écoutez une musique. Le vulgaire va tout de suite dire « Ah, c'est génial, c'est nul », il ne va même pas l'écouter. Et j'ai toujours constaté bizarrement que, par exemple, les musiques que j'aime le plus sont des musiques qui ne m'ont pas tellement plu la première fois. Il fallait vraiment que je les écoute souvent pour vraiment les apprécier. Et c'est tout à fait normal parce qu'une musique vraiment intéressante, c'est une musique neuve qui est différente des autres. Donc la première fois qu'on écoute, on n'a pas du tout les outils pour la comprendre. Et simplement ici, dans le jugement esthétique, la lenteur est absolument essentielle pour vraiment se laisser imprégner par une œuvre. Par un tableau, il faut rester parfois 10 minutes pour vraiment le saisir. Et la véritable appréciation n'est possible que grâce à cette lenteur aussi qui exclut le jugement. Il s'agit de retarder le jugement. La deuxième chose, j'ai souvent remarqué quand j'enseignais au lycée, vous avez des classes générales et des classes techniques, et en général, les classes techniques sont beaucoup moins bon niveau. Et vous avez parfois des élèves dans les classes techniques qui sont très intelligents. Ils sont très intéressants. Ils sont parfois même très forts à l'oral. Mais
ils échouent, enfin, ils s'effondrent à l'écrit. Et dans ces classes, ce qui est surprenant, c'est que quand on pose une question, en général, dans les séries générales plus élevées, vous posez une question, il n'y a personne qui répond. Ils ont tous peur. Et dans les classes technologiques, vous posez une question, il y en a 10 qui répondent tout de suite. Même sans les mains, il y en a 10 en même temps qui répondent tout de suite. Et alors, on essaie de, s'il vous plaît, à chacun son tour, levez votre main. Ils n'ont même pas pris une seconde pour réfléchir, ils répondent tout de suite. Et je dis, prenez votre tour. Et après, ils disent, ah, je ne sais plus ce que je voulais dire, monsieur. Et donc, vous voyez bien que leur problème, c'est qu'ils sont incapables de lenteur. Ils sont incapables de retarder, donc ils n'arrivent à rien. Enfin, ils peuvent être très bien, peut-être s'ils vont devenir certainement des super professionnels, etc. Mais dans le travail intellectuel, ce qui leur manque, enfin, ils ont presque une force, c'est-à-dire ils réagissent tout de suite, ils sont très spontanés, ils sont très très vifs, mais par cette vivacité, ils sont condamnés à échouer dans le système scolaire, parce qu'ils réagissent à l'instant, ils oublient tout de suite. Et donc, ils ne sont absolument pas capables de construire une pensée. Parce que ça demande simplement la lenteur. Hein. Si vous avez n'importe quoi, vous voulez, je ne sais pas, écrire un texte, il faut attendre que ça se met en place dans la tête. Et eux, c'est à l'instantané. Et tout est perdu par suite. Là, on a une idée un peu de ce gaspillage d'énergie. L'énergie part comme ça et puis c'est parti. Il n'y a rien qui s'accumule. Et le troisième point, Nietzsche le dit lui-même, cet art de résister, d'être lent, c'est ce que finalement la morale traditionnelle appelle la volonté, même. C'est de ne pas céder tout de suite à toutes les impulsions, c'est qu'elles soient agressives ou gastronomiques ou sexuelles. C'est la vertu traditionnelle, au fond, c'est ça. Hein. Et il y a beaucoup d'études en psychologie sociale aujourd'hui sur ce qui fait la réussite des enfants dans leur vie future. Donc c'est aux États-Unis qu'il y a beaucoup d'études comme ça. Alors, on va prendre des enfants de 4-5 ans, et puis pendant 20 ans, on va regarder leur parcours scolaire. Et avec les enfants de 4-5 ans, on fait des expériences tout à fait cruelles, enfin, d'un sadisme machiavélique. On leur met, je ne sais pas, un morceau de chocolat sur la table, et on leur dit, si tu ne le manges pas dans les 10 minutes, tu auras un second. Il y en a certains qui vont donc regarder ce pauvre morceau de chocolat dans le blanc de leurs yeux pendant 10 minutes, la torture infernale, pour avoir un deuxième morceau de chocolat. Il y en a d'autres qui craquent et qui le mangent tout de suite. Bon, c'est une question philosophique très intéressante de savoir ce qu'il vaut mieux faire. Toute une certaine morale, il nous dit évidemment il vaut mieux économiser pour l'avenir, donc retarder des plaisirs pour plus tard, mais on peut aussi dire, nous sommes tous mortels, on est certains du présent, mais pas de l'avenir, donc parfois il est plus sage de jouir tout de suite maintenant que de tout retarder pour plus tard. Il n'empêche que donc ça me met un peu mal à l'aise cette histoire, il n'empêche qu'on voit que les enfants qui retardent la jouissance et qui attendent 10 minutes pour avoir 2 morceaux de chocolat, vont réussir bien mieux dans leur carrière scolaire et voire professionnelle que les enfants qui mangent tout de suite le premier morceau de chocolat et renoncent donc au second. C'est étonnant, mais c'est logique. C'est-à-dire que ceux qui mangent tout de suite le chocolat, ils n'arrivent pas à retenir les impulsions, ils sont dans la jouissance immédiate, et ils ont du mal à accepter la frustration, et donc toute la logique scolaire, à savoir on se fait chier pendant 20 ans pour après avoir un bon job, même ça, ils ne le comprennent pas. Hein. Mais vous voyez que ce que me dit Nietzsche ici, c'est quelque chose un peu comme ça, à la lenteur, ne pas tout de suite réagir, ça va retarder la réaction. Et c'est effectivement une qualité essentielle.
Alors, ce qui veut dire, donc là, le deuxième point, que la lenteur est donc non seulement une manière de ne pas tomber dans la vulgarité, etc., mais surtout une manière de préserver sa force. Et Nietzsche, un peu, parfois, mais on va voir la différence, il va prôner le non-agir, comme le font les taoïstes, mais d'une manière différente. Et Nietzsche, on va encore retrouver ce cercle vicieux de la faiblesse. Nietzsche écrit, à propos de l'hygiène des faibles, tout ce qui est fait dans la faiblesse est raté. Moralité, ne rien faire. Ah oui, évidemment. Mais ce qui est grave, c'est que c'est précisément la force de suspendre l'action, de ne pas réagir, qui est le plus fortement atteint sous l'influence de la faiblesse. L'on ne réagit jamais plus rapidement, plus aveuglement que quand on ne devrait pas réagir du tout. Donc on a à nouveau ce cercle vicieux de la faiblesse. Quand on est faible, il faut ne rien faire. Parce que ce qui fait dans la faiblesse, ça rate forcément. Mais c'est précisément parce qu'on est faible qu'on ne peut pas s'empêcher de toujours faire quelque chose, et donc on aggrave son cas. Donc, vous voyez bien ici, la thérapie pour la faiblesse, c'est le non-agir, le temps qu'on récupère ses forces. C'est tout simple. On est faible, on s'est trop épuisé, on ne fait plus rien. Zéro, nada. Mais c'est les faibles, justement, qui manquent de cette force-là. Et donc, la véritable force, nous dit Nietzsche, c'est la capacité de ne rien faire du tout. Et vous voyez bien que c'est extrêmement difficile. Nietzsche continue, et il dit « La force d'une nature se montre dans l'attente et la remise au lendemain de la réaction. » Être fort, c'est savoir attendre, savoir ne pas agir. Donc, encore une fois, tout le contraire de ce qu'on peut s'imaginer, le fort nietzschéen, la brute blonde, le surhomme, le soldat. Non, le fort ici, c'est quelqu'un qui se maîtrise complètement, qui est capable de ne rien faire. Nietzsche, dans un autre texte, il continue, « Les aristocrates nés de l'esprit n'ont pas trop de zèle. Leurs créations apparaissent un après-midi calme de l'automne et tombent de l'arbre, sans avoir été activement désirées, promues, repoussées par du nouveau. Vouloir produire incessamment est vulgaire et trahit la jalousie, l'envie, l'ambition. Quand on est quelque chose, l'on a au fond besoin de ne rien faire. Et fait pourtant beaucoup. » Donc ici, on a un Nietzsche presque taoïste. La véritable action productive, créative, est une non-action. C'est éviter à tout prix l'agitation. C'est éviter les projets, l'ambition, je veux faire ceci, cela, maintenant, le planning. C'est avoir la force de laisser les choses venir. Donc, on a vu l'importance du non-agir dans le cas négatif, la faiblesse. Il faut cesser d'agir parce que ce qu'on fait dans la faiblesse rate. Mais on va ici, le côté positif, même dans la force, il faut prendre son temps que les choses se font d'elles-mêmes, justement pour que cette force puisse se développer d'elle-même. Et en voulant précipiter les choses, on risque de détruire cette force. Alors, je vous disais qu'on a ici une... Ah oui. On a ici similitude un peu avec le non-agir de Lao Tzu, Chuang Tzu, des taoïstes. Il y a quand même une différence. Je pense que chez les taoïstes, le non-agir, c'est non seulement pour préserver sa force, c'est aussi pour pouvoir attendre le moment opportun où le rapport de force de notre environnement se tourne en notre avantage. Et en fait, on n'a plus besoin d'utiliser sa propre force parce qu'on peut complètement se laisser porter par le courant des choses. Donc ici, métaphore un peu du surfeur, il faut attendre la bonne vague. Il ne faut rien faire, il faut attendre la bonne vague. Il n'y a pas cette idée chez Nietzsche. Il n'y a pas cet opportunisme, allais-je dire, cette idée que par non-agir, on capte
des forces cosmiques, alors que l'action, justement, les détruit. Nietzsche prend plus en compte ici l'équilibre intérieur. C'est par rapport à nous-mêmes et non pas par rapport au cosmos, l'univers ou au Tao. Alors, je vous disais, donc, il faut avoir la force de ne pas agir, de retarder la réaction, etc. Il y a quand même une exception. De non-agir, l'inhibition, c'est valable pour, disons, les désirs positifs, les choses productrices, créatives. Mais quand on est en proie à un désir destructeur, négatif, au contraire, nous dit Nietzsche, il faut l'évacuer tout de suite. Il faut réagir tout de suite. Et c'est l'exemple de la vengeance. Nietzsche écrit « Penser à la vengeance et l'exécuter signifie avoir un accès violent de fièvre, qui cependant passera. Mais penser à la vengeance sans avoir la force et le courage de l'exécuter signifie se coltiner une souffrance chronique, un empoisonnement du corps et de l'esprit. » Donc vous voyez bien, finalement, on a tendance à faire tout le contraire. On a tendance à réprimer nos réactions négatives, un peu destructrices, et on finit par être miné intérieurement par ces choses-là, et on a tendance à précipiter, disons, les désirs positifs, et donc de les tuer dans l'œuf. Il y a ici une certaine logique. On est tous traversés donc, par des forces noires, destructeurs. Il faut les évacuer au plus vite possible pour qu'elles ne deviennent pas de véritables cancers qui nous détruisent. Donc parfois, les réactions rapides sont nécessaires, justement, quand il s'agit de forces dont il faut se débarrasser à tout prix. Il vaut mieux une petite vengeance spirituelle, un peu cruelle, mais symbolique, que de macérer pendant des années dans le ressentiment, ce qui est vraiment la pire des choses. Donc, être lent, inhiber ses réactions, ça permet d'accumuler ses forces, de les grossir, de les agrandir. Et bien, Nietzsche utilise ici la métaphore de la grossesse. Intéressant aussi, on voit bien que la métaphore est une métaphore féminine. Le surhomme a beaucoup de traits féminins, c'est peut-être une femme. Nietzsche écrit « Les notions creuses de vouloir et produire doivent être remplacées par l'image de la grossesse. Nous devrions vivre comme si nous étions enceints. Toujours se soucier, se surveiller et garder au calme son âme afin que notre fertilité aille jusqu'au but. » Donc l'image ici, l'image féminine de la grossesse, manière d'apprendre à accumuler sa force. Nietzsche parle ici de la révérence au devenir. Une femme enceinte, elle porte un devenir en elle, enfin c'est complètement fou si on pense à ça, qu'il y a toute une biographie virtuelle là-dedans. Dans un ventre, il y a des joies et des drames, des amours, des années d'école, des métiers, des échecs, des faillites. Peut-être quelqu'un qui vivra la Troisième Guerre mondiale, l'extinction de la planète. Dieu sait où. Il y a un devenir totalement inconnu, énorme, dans un ventre. Et avec soi-même, il faut être un peu comme ça. Il faut se dire, je suis enceinte de quelque chose. Il y a un embryon en moi. Et il faut avoir la foi dans cette chose qui pousse en moi, que je ne connais pas, je ne sais pas où ça va aller. Donc très belle image chez Nietzsche. Et donc on voit ici, on a vu dans les caractéristiques des faibles, ils sont impatients, ils s'excitent tout le temps, et puis ils manquent d'unité. Les faibles sont totalement déchirés intérieurement. En fait, ils sont faibles parce qu'ils sont déchirés. Et on voit ici la solution, c'est l'idée de grossesse. Pour qu'ils puissent se renforcer, il faut que naisse en eux une passion dominante, quelque chose, quelque part de plus fort qu'eux qui va les porter. Et il faut laisser le temps à cette passion dominante de naître. Il faut donc être enceinte. De dire enceinte, c'est un peu bizarre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est un mot qui
qui existe au masculin. Donc, il faut avoir cette patience de laisser pousser en soi cet embryon d'une grande passion qui va nous unifier et nous donner de la force. Enfin, au bout de ce parcours, la lenteur devient un accélérateur. Toute cette énergie qui s'accumule, eh ben, elle va finir par partir comme un éclair. Alors Nietzsche ici utilise plusieurs métaphores. Il y a la métaphore du volcan. Nietzsche dit, nous avons tous un volcan en sommeil en nous. Il faut avoir la patience d'attendre l'éruption du volcan, mais elle va avoir lieu. Il y a la belle métaphore du nuage et de l'éclair. Nietzsche écrit « Qui veut être éclair doit rester longtemps nuage ». Tout est dit ici, il faut être très très lent pour partir comme une flèche. Et ailleurs, il écrit « Quand l'énergie créatrice s'est accumulée pendant un certain temps, quelque obstacle en ayant empêché le cours, elle se déverse à la fin dans un flot aussi soudain que si se produisait une inspiration immédiate sans aucun travail intérieur préalable, c'est-à-dire un miracle. » Toujours l'idée que avoir cette patience, cette lenteur permet donc de rassembler ses forces à un point qu'elle puisse développer la plus grande vitesse. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la matière, mais je crois qu'il y a un lien très évident, par exemple, entre le tai chi et le kung fu. Vous voyez que bien, le tai chi est un combat au ralenti, qui est aussi une école préparatoire pour le kung fu. C'est-à-dire que pour l'extrême vitesse de l'art martial, il faut d'abord apprendre une maîtrise de l'espace et du corps, de l'équilibre, au contraire, dans l'extrême lenteur du tai chi. Alors, donc pour terminer, comment insérer? Donc voilà, on a vu un peu les points pratiques ici, comment la lenteur nous rend plus forts, comment la lenteur peut être un remède à l'épuisement et à la division intérieure. Comment comprendre cet aspect de la lenteur dans, disons, la philosophie du temps plus générale de Nietzsche? Donc on va devenir un tout petit peu plus spéculatif, un peu plus abstrait. Je vais essayer de faire vite parce que bon, il est déjà 1h10. Donc très rapidement, pour Nietzsche, le monde est éternellement en devenir, c'est-à-dire tout change sans arrêt. Il s'inspire ici du philosophe grec Héraclite, le fameux Héraclite qui a écrit Pantarei, tout s'écoule, tout est dans un écoulement sans fin. Et tout s'écoule, tout est dans un... Héraclite qui écrit on ne peut pas se baigner deux fois dans une même rivière, etc. Parce que la deuxième baignade, c'est plus le même eau qui coule. Et même Nietzsche, très jeune, écrit un texte sur les philosophes à l'âge tragique des Grecs, où il parle d'Héraclite, et on peut même dire que même le concept nietzschéen de volonté de puissance, il vient de là, parce que pour Héraclite, à la fois le monde est un écoulement, un flux incessant, mais ce flux est comme un combat de force et de contraire. Toute chose va de son contraire à l'autre, la vie à la mort, le sombre, enfin l'obscurité à la lumière, tout est dans un cycle de contraires. Et cela veut dire, dans ce devenir, ça veut dire que ce ne sont pas les choses qui changent, ce n'est pas moi qui change, ou cette orchidée, si elle est vraie, qui change et qui flétrit, c'est que les choses elles-mêmes sont un changement, sont en perpétuel devenir. En nous, tout change à tout moment.
tout est dans ce flux. Et vous avez vu ça récemment avec cette expérience du CERN, qui a montré qu'il y a des particules qui peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, ils ont envoyé un neutrino, je crois que le CERN, ça doit être à côté de Lausanne, et il est sorti de l'autre côté du col de Gotthard, à l'autre extrême de la Suisse. Donc vous pouvez bien vous imaginer que d'un point de vue physique, cette veste, c'est comme une fourmilière. On ne le voit pas, mais c'est comme une fourmilière de particules qui bougent dans tous les sens. Eh bien, on comprend dès lors que ce qui nous paraît être de la stabilité dans l'univers, c'est-à-dire que les objets solides, les personnes, les choses identifiables et maniables, ne sont pas stables, c'est aussi un flux, mais simplement c'est un ralentissement de ce flux. Quand quelque chose se crée et paraît avoir une unité, ça veut dire qu'on a ralenti le flux de manière à ce que quelque chose s'esquisse ou se crée. C'est très très bête, hein, vous connaissez tous la thermodynamique. C'est quoi la différence entre un solide, un liquide et un gaz? C'est la vitesse des particules. La glace, entre la vapeur et l'eau et la glace, et dans la vapeur, il y a des particules vont très vite, dans l'eau un peu moins vite, et dans la glace, c'est encore plus lent. Et donc, cette idée ici de la lenteur comme école de construction de soi, elle a presque une explication métaphysique ou physique très simple. Nous sommes dans un monde où tout change tout le temps, tout le temps. C'est fascinant ce changement, c'est tout l'intérêt de la vie. En même temps, il faut y construire quelque chose. Et comment est-ce qu'on construit quelque chose dans le changement perpétuel? C'est par le ralentissement. Dans un ralentissement, il y a des formes qui se créent, qui ne sont pas forcément éternelles, mais qui ont une certaine chance de survivre au moins un moment. Et Nietzsche écrit « Marquer le devenir du caractère de l'être, voilà la suprême volonté de puissance. » Alors, marquer le devenir, donc ce changement perpétuel, du caractère de l'être. Nietzsche dit l'être n'existe pas. Donc c'est juste le caractère de l'être, c'est un semblant, c'est un ralentissement, où il y a une certaine stabilité, il y a quelque chose qui se construit. Alors, je vais faire une petite excursion en parlant ici d'un philosophe français qui est surtout un grand disciple de Nietzsche, du moins sur ce point, qui est Gilles Deleuze, et qui parle beaucoup du chaos. Pour Deleuze, comme pour Nietzsche, la réalité, c'est un chaos. Quelque chose d'absolument chaotique. Donc ce changement, c'est toutes ces particules, là, ces neutrinos là, qui se baladent en Suisse. Maintenant, il est peut-être parti en Asie ou en Afrique, ce pauvre neutrino qui s'est échappé du CERN à Genève ou à Lausanne, je ne sais plus. Eh bien, je vais être extrêmement synthétique, mais le chaos de l'existence, c'est ce qu'il y a de plus fascinant et c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est toute la richesse de la vie vient de ce chaos du virtuel. Il y en a qui essaient de se fermer à ce chaos, qui se créent des barrages, qui ont peur, etc., qui vont s'enfermer dans quelque chose de très rigide. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui s'effondrent dans ce chaos. Le problème du chaos, nous dit Deleuze, c'est la vitesse. Tout va trop vite. Il y a une richesse incroyable dans le chaos de l'existence, mais ça va tellement vite que tout s'évanouit au moment où ça naît. Donc il y a une perte éternelle. Et donc ici, la même chose, créer quelque chose, c'est pas refuser ce chaos, mais c'est d'arriver à le ralentir pour en sortir des formes, en quelque sorte. Et vous pouvez penser, par exemple, à la création artistique. Alors, je vais vous donner des exemples extrêmement bateaux, mais quelqu'un qui est traversé par une émotion et qui va créer un poème. L'émotion, c'est quelque chose de très rapide. Ça arrive, ça part. Il faut arriver à ralentir ce mouvement passionnel pour lui donner une forme. Et je crois que c'est un réel problème
de la création artistique, à savoir que l'inspiration est toujours beaucoup plus rapide que le travail de création. Et on a des moments comme ça, on est subitement inspiré, on est dans un train, on se balade dans la rue, on a une idée, on a l'impression de voir tout, d'avoir tout un roman là qui est là comme ça. Mais après, il faut s'asseoir et l'écrire pendant 2 ou 3 ans. Et il y a un décalage incroyable entre la vitesse de l'inspiration et la nécessaire lenteur du travail de création. Et c'est ici tout le problème, au que cite Deleuze, il faut être ouvert à ces fulgurances chaotiques, cette vitesse du devenir, toutes ces forces qui nous traversent, qui sont éphémères, qui sont influentes, mais il faut savoir les transformer en quelque chose de plus durable, et donc il faut savoir les ralentir. Cet état émotionnel qui me traverse pendant 3 secondes, pour en écrire un poème, eh ben, il faut que je le ralentisse pour qu'il dure au moins une demi-heure. Est-ce que, donc pour terminer, on peut, ici dans ce cadre, parler quand même de l'aspect de la philosophie du temps le plus célèbre de Nietzsche, à savoir le thème de l'éternel retour. Donc l'hypothèse de Nietzsche que dans l'univers tout se répétera, tout se répète, le temps serait circulaire. Et ce qui veut dire que n'importe quel moment de notre vie, nous allons le revivre une infinité de fois. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense ici, en plus, on veut faire des questions pour en parler. Juste brièvement, il y a 2 manières de comprendre cette hypothèse. Et la première, en général, n'est pas prise au sérieux. La première, c'est une hypothèse cosmologique dans la suite de ce que je viens de dire. Si, comme le croit Nietzsche, tout dans l'univers est un changement perpétuel, tout change tout le temps. Il y a 2 possibilités. Soit ce changement va venir à un état final de l'univers. Tout s'arrête du coup. Soit il y a un but et il y a un état final. Nietzsche n'y croit pas. Il croit que si ça existait, on devait déjà être arrivé. Donc Nietzsche croit que l'univers, c'est une espèce d'immense magma où tout change, et ça traverse toutes les variations possibles, toutes les combinatoires possibles, jusqu'au revenir au point de départ. Donc ici, explication cosmologique de l'éternel retour, qui n'est pas prise au sérieux, mais qui est intéressante en réalité. Et la deuxième, l'hypothèse de l'éternel retour serait plus une thérapie contre la fuite devant la vie et la fuite devant l'existence, et notamment devant la fuite devant la vie et le temps, qui est le propre des religions, comme le christianisme, l'islam, dans un moindre degré, mais aussi les religions orientales, où la vie est une espèce de salle d'attente pénible, ou une espèce d'épreuve pénible qu'il faut traverser avant que commencent les choses, avant que commence le fun, quoi. Au paradis, là, ça va tout être bien, mais on est obligé de passer, d'attendre, là, 70 ans, à s'emmerder dans cette chose ingrate qui est la vie. Et donc Nietzsche cherche une cure radicale pour renverser cette manière de penser. Cette manière de vivre en attendant que ce soit mieux. Alors, ça peut être comme ça parce qu'on est croyant et on vit pour préparer le paradis, mais ça peut être aussi à l'intérieur de la vie. Bon, là, je suis lycéen, qu'est-ce que ça m'emmerde? Ça va être mieux quand j'aurai mon bac. Et puis, ça va être génial, et puis j'ai mon bac, merde, les études, et ainsi de suite. Après, ça va mieux quand je serai marié, après, quand je serai divorcé. On peut passer sa vie à toujours attendre, à concevoir chaque moment comme un moment qui doit passer pour que mieux arrive. Eh bien, la croyance dans l'éternel retour rend cela tout à fait impossible parce qu'elle dit toutes les secondes, tous les instants, y compris les plus pénibles et les plus ennuyeux, ben, on va être obligé de les revivre une infinité de fois. Ce qui veut dire qu'on est contraint, on est obligé, on n'a pas le choix d'apprécier chaque instant de sa vie. Il faut lui donner un sens. Je veux dire, je suis dans une situation qui me déplaît et j'y reste parce que j'espère que ça va devenir mieux plus tard. Pour Nietzsche, soit je change tout de suite cette situation, ou alors je l'accepte.
Et donc, je l'accepte et donc je suis prêt à la revivre un millier de fois. Et donc, vous voyez bien que cette hypothèse, c'est une espèce d'expérience de pensée. Est-ce que je serais capable de revivre cela une infinité de fois? Cette conférence, est-ce que je serais capable de la redonner une infinité de fois, ou est-ce que j'aurais honte, ou je la ferais peut-être... Vous, vraiment, là, vous avez écouté une fois, bon, vous êtes encore resté, ça a déjà duré 1h30, mais imaginez que vous devriez assister une infinité de fois. Vous voyez bien à quel point c'est dur, l'épreuve, vraiment, comme ça nous oblige à la fois de mieux vivre, et aussi d'accepter et d'aimer ce qui n'est pas tellement terrible dans la vie. Hein. C'est deux choses. Et c'est une cure, évidemment, contre les deux pires tares, qui sont d'une part l'impatience. On a vu comme quoi l'impatience, c'était une des tares principales des faibles, hein, qui gaspillent leur énergie parce qu'ils sont impatients. Et bien avec l'éternel retour, on ne peut pas être impatient. J'attends les vacances dans une semaine, oh mais quand est-ce que ça arrive? Mais je sais que cette semaine que je passe à attendre les vacances, je vais la revivre une infinité de fois. Je ne peux pas me permettre l'impatience si je crois à l'éternel retour. Et de même, un peu le contraire de l'impatience, le regret. Ah, si seulement je n'avais pas fait cela. Si seulement je n'avais pas épousé cette idiote. Si j'avais choisi un meilleur métier. Ben, avec l'éternel retour, on ne peut pas. Parce que je sais que j'épouserai encore une infinité de fois cette idiote. Donc j'aurais intérêt à lui trouver des qualités. Et me dire, mais elle n'est pas si idiote que ça, en fait. Elle a ces qualités-là, et c'est un mariage, je l'ai fait plusieurs millions de fois déjà. Donc on voit comment la doctrine de l'éternel retour, en dehors de ce cas de fantasque, de métaphysique, a pour but de changer radicalement notre rapport au temps dans la vie. Elle nous interdit le regret, elle nous interdit l'impatience. Donc, elle nous oblige à radicalement vivre au temps présent. Et on peut dire, donc ici pour clore un peu ce cercle, que c'est un ralentisseur radical du temps. Ça veut dire que chaque seconde de notre vie, en réalité, dure une éternité. Et dans ce sens, Nietzsche, je vais terminer sur ça, il nous dit la doctrine d'éternel retour, c'est le poids le plus lourd qu'on peut faire peser sur ces décisions. Est-ce que je serais prêt de faire ça 1 million de fois? Alors c'est très curieux parce que Nietzsche veut nous rendre plus légers. Il veut nous apprendre à danser sur les volcans. Mais il parle souvent de danser dans ces chaînes. Pour être léger, il faut des chaînes. Pour avoir la légèreté dans la vie, il faut ce poids le plus lourd. Et donc, de la même façon que pour atteindre la plus grande rapidité dans l'exécution, la plus grande vitesse, nous dit Nietzsche, il faut apprendre la plus grande lenteur. Je vais m'arrêter sur ça, mais vous avez peut-être des questions. Je crois qu'on a la salle encore pour 1/4 d'heure.